Et l'étalon doré gisait brisé au fond du ravin, jeté comme un déchet par Pierre Delacroix qui refusait de payer les frais vétérinaires. Jean-Baptiste ne pouvait pas imaginer, en descendant porter secours à l'animal agonisant, qu'il venait de découvrir le dernier descendant d'une lignée royale espagnole, valant 50 millions d'euros. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le ciel gris de la Normandie pesait sur les vastes terres du domaine Beaufort comme une menace silencieuse. Pierre Delacroix, 63 ans, regardait par la fenêtre de son bureau, les mains croisées derrière son dos. Ses yeux, d'un bleu glacial, scrutaient les pâturages qui s'étendaient à perte de vue. Un empire bâti sur 3 générations, plus de 2000 hectares, où paissaient les plus beaux chevaux de France. Pierre porta sa tasse de café à ses lèvres, grimaçant à la première gorgée. Froid, comme son humeur ce matin-là. « Monsieur », interrompit François, son régisseur depuis 20 ans, « le vétérinaire est arrivé pour Tonnerre. » Pierre ne se retourna même pas. « Et alors, le diagnostic n'est pas bon, continua François, son chapeau entre les mains, tournant nerveusement le bord usé. Une fracture complète du canon. Le docteur Moreau dit que la récupération serait longue, coûteuse et sans garantie. Un rictus déforma le visage austère de Pierre. Tonnerre, son étalon palomino de 8 ans, son investissement de 300 000 €, désormais aussi utile qu'un tracteur sans moteur. « Combien ?» demanda-t-il sèchement. « Pardon, monsieur. Combien pour le soigner ?» Pierre se tourna enfin, posant sa tasse sur le bureau en acajou massif. Au moins 50 000 € pour la chirurgie, la rééducation, sans compter. Et les chances de succès, coupa Pierre. François baissa les yeux. 60% selon le vétérinaire. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort, plus accusateur. « Débarrassez-vous-en !» ordonna finalement Pierre, sa voix aussi tranchante que le fil d'un rasoir. François pâlit. « Vous voulez dire, pas d'euthanasie, trop de paperasse, trop de questions. » Pierre retourna à sa contemplation du domaine, le ravin de Saint-Michel. Personne n'y va jamais. La nature fera son travail. Mais monsieur, ce serait cruel de... Cruel ? Pierre laissa échapper un rire sans joie. C'est un animal, François, un investissement qui ne rapporte plus, rien de plus. Il sortit son chéquier. Dites au vétérinaire qu'on l'appellera si nécessaire. Voilà pour sa visite. François prit le chèque d'une main tremblante. Très bien, monsieur. Pendant ce temps, à 20 kilomètres de là, Jean-Baptiste Mercier S. éveillait dans sa modeste cabane au bord du ravin de Saint-Michel. À 42 ans, ses cheveux bruns étaient déjà striés de gris, son visage buriné par le soleil et les épreuves. Ancien palefrenier des écuries nationales de Saumur, sa vie avait basculé 5 ans plus tôt lors d'un divorce dévastateur, suivi d'une descente aux enfers, alcool, dépression, perte d'emploi. Il avait tout perdu, sauf une chose, son amour pour les chevaux. Jean-Baptiste s'étira, grimaçant à la douleur familière dans son dos. La cabane, construite de ses mains avec du bois récupéré et des matériaux abandonnés, n'offrait qu'un confort rudimentaire. Mais c'était chez lui, son refuge depuis 3 ans. Il sortit, inspirant profondément l'air frais du matin. Le ravin S étendait devant lui, sauvage et majestueux, avec ses falaises escarpées et sa végétation dense. « Bonjour, messieurs », lança-t-il aux oiseaux qui s'agitaient dans les arbres. Était sa routine quotidienne, sa façon de se rappeler qu'il était encore vivant, encore capable de communiquer avec le monde. Jean-Baptiste descendit vers le petit ruisseau pour sa toilette matinale. L'eau glacée le fit frissonner, mais il appréciait cette sensation, ce rappel brutal de son existence. Il sortit de son sac une vieille brosse à dents et un morceau de savon presque terminé. Le soleil commençait à percer les nuages quand il entendit le bruit. Un camion,
là-haut, sur la route qui longeait le ravin. Jean-Baptiste fronça les sourcils. Peu de véhicules passaient par ici, surtout si tôt. Curieux, il grimpa sur un rocher pour avoir une meilleure vue. Le camion S était arrêté. C était un véhicule de transport pour chevaux, portant un logo qu'il reconnut immédiatement, les écuries Beaufort. La réputation de Pierre Delacroix-Naine était plus à faire dans le monde équestre, un homme qui transformait les chevaux en machines à gagner, sans égard pour leur bien-être. Jean-Baptiste observa deux hommes descendre du camion. Ils ouvrirent la rampe arrière et, avec difficulté, firent sortir un magnifique étalon palomino. Même à cette distance, Jean-Baptiste pouvait voir que l'animal souffrait. Sa jambe avant droite ne touchait pas le sol, et son corps puissant tremblait de douleur et de peur. « Qu'est-ce que vous faites ?» murmura Jean-Baptiste, incrédule, alors que les hommes conduisaient l'étalon vers le bord du ravin. La réalisation le frappa comme un coup de poing. « Non !» souffla-t-il, « ils ne vont pas !» Un des hommes détacha la longe qui retenait l'étalon. L'autre lui donna une claque violente sur la croupe. L'animal, paniqué, fit un bond en avant et disparut dans le ravin. Jean-Baptiste resta figé d'horreur. Le hennissement de terreur du cheval résonna dans la vallée, suivi du bruit sourd de son corps heurtant les rochers. Les hommes remontèrent rapidement dans le camion et partirent sans un regard en arrière. « Monstre !» siffla Jean-Baptiste, les poings serrés. Sans hésiter, il dévala la pente abrupte, glissant sur les pierres, s'accrochant aux branches pour ne pas tomber. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de l'effort, mais de la rage et de l'urgence. Il lui fallut près de 20 minutes pour atteindre l'endroit où l'étalon avait atterri. L'animal gisait sur le flanc, sa respiration rapide et superficielle. Sa robe dorée était souillée de boue et de sang. La jambe blessée formait un angle inquiétant. Jean-Baptiste s'approcha lentement, parlant d'une voix douce. « Doucement, mon beau. Je ne te veux pas de mal. » L'étalon releva la tête, ses yeux exprimant une douleur et une peur intense. Il tenta de se relever, mais retomba avec un hennissement déchirant. « Je sais, » murmura Jean-Baptiste, s'agenouillant à côté de lui. « N'essaie pas de bouger. » Délicatement, il posa une main sur l'encolure trempée de sueur de l'animal. « Je m'appelle Jean-Baptiste. Et toi, comment t'appelles-tu, mon brave ?» Il remarqua alors le tatouage à l'intérieur de la lèvre supérieure. « Tonnerre !» lut-il. « C'est ça ton nom ?» « Eh bien, Tonnerre, je ne sais pas pourquoi ces salauds t'ont fait ça, mais je te promets une chose, je ne t'abandonnerai pas. » La pluie commençait à tomber. D'abord quelques gouttes éparses, puis une averse régulière qui ruisselait sur les parois rocheuses du ravin. Jean-Baptiste retira sa veste usée et en couvrit la tête de Tonnerre pour le protéger. « Il faut te mettre à l'abri, mon grand, » murmura-t-il, évaluant rapidement la situation. Déplacer un cheval de plus de 500 kilos avec une jambe brisée semblait impossible. Mais Jean-Baptiste n'avait pas le choix. Laisser l'animal sous la pluie battante, C était le condamné à une mort certaine. À environ 30 mètres, une saillie rocheuse formait un abri naturel. Il devait essayer. « Pardonne-moi pour ce que je vais faire, » dit-il à l'étalon, caressant son encolure tremblante. Avec une douceur infinie, Jean-Baptiste commença à tirer sur la crinière de Tonnerre, l'encourageant à se traîner vers l'abri. Les premiers centimètres furent un supplice. L'animal hennissait de douleur, ses yeux exorbités par la souffrance. Mais quelque chose dans la voix calme et assurée de Jean-Baptiste sembla l'apaiser. « Allez, mon beau, encore un effort. Je sais que tu peux le faire. » Pendant près d'une heure, ils progressèrent ainsi, centimètre par centimètre, sous la pluie qui redoublait d'intensité. Quand ils atteignirent enfin l'abri, Jean-Baptiste était trempé jusqu'aux os, ses mains écorchées par les rochers. Tonnerre s'effondra, épuisé, sa respiration laborieuse. « Tu es le plus brave des chevaux !» chuchota Jean-Baptiste, s'agenouillant près de lui. « Maintenant, voyons cette jambe. » Avec précaution,
Il examina la fracture. Ses années comme palefrenier lui avaient appris à reconnaître les blessures équines. Celle-ci était grave, mais pas désespérée. Le os du canon était fracturé, mais la peau n'était pas percée. Une fracture fermée. Jean-Baptiste ferma les yeux un instant, réfléchissant. Il n'avait ni médicaments, ni matériel vétérinaire. Juste ses mains et sa connaissance des chevaux. Ce serait suffisant pour ce soir, mais demain, il lui faudrait plus. « Je reviens tout de suite », promit-il à Tonnerre avant de se précipiter vers sa cabane. Pendant ce temps, au domaine Beaufort, Pierre Delacroix dînait seul dans l'immense salle à manger où 30 personnes auraient pu tenir à l'aise. Le silence n'était troublé que par le tintement de ses couverts en argent sur la porcelaine fine. Mathilde, sa gouvernante depuis plus de 30 ans, entra silencieusement pour débarrasser son assiette. « Ce sera tout, monsieur ?» demanda-t-elle de sa voix discrète. Pierre acquiesça sans lever les yeux. « François est-il revenu ?»« Oui, monsieur, il y a 1 heure environ. »« Bien. » Pierre prit une gorgée de Bordeaux. « Tonnerre. » Mathilde hésita. « C'est... »« monsieur. » Un imperceptible hochement de tête fut la seule réaction de Pierre. « Parfait, vous pouvez disposer. » Quand Mathilde fut sortie, Pierre se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Il s'arrêta devant le portrait de son père, Édouard Delacroix, le fondateur de l'Empire équestre Beaufort. « Un cheval qui ne peut pas courir est un cheval qui ne sert à rien », avait coutume de dire le vieux Édouard. Une leçon que Pierre avait apprise à la dure, comme toutes les autres. Son téléphone vibra, un message de Juliette, sa fille unique. « Papa, je serai à Paris demain pour une exposition. Déjeuner ensemble ?» Pierre effaça le message sans répondre. Juliette, avec ses idées progressistes et son refus de s'impliquer dans l'entreprise familiale, était une source constante de déception. 30 ans, et toujours à courir le monde pour photographier des causes perdues plutôt que de prendre sa place aux écuries Beaufort. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, C était son avocat. L'acheteur américain confirme sa visite pour la semaine prochaine. Préparez les documents pour Eclipse Royale. Pierre sourit pour la première fois de la journée. La vente des Eclipse Royale, son étalon reproducteur le plus précieux, allait rapporter plusieurs millions. Une transaction qui consoliderait sa réputation des éleveurs d'élite et compenserait largement la perte de Tonnerre. Dans le ravin, Jean-Baptiste était revenu avec tout ce qu'il avait pu rassembler. Des bandages improvisés faits de vieux t-shirts propres, de l'eau bouillie dans une gourde métallique, des herbes sauvages aux propriétés anti-inflammatoires qu'il avait apprises à reconnaître durant ses années d'errance, et un vieux drap pour servir d'attelle. Tonnerre n'avait pas bougé, mais ses yeux suivaient chaque mouvement de Jean-Baptiste. « Je vais devoir immobiliser ta jambe, mon brave, » expliqua-t-il doucement. « Ça va faire mal, mais c'est nécessaire. » Avec une délicatesse surprenante pour ses grandes mains calleuses, Jean-Baptiste nettoya la blessure, appliqua une pâte d'herbes écrasées, puis commença à poser l'attelle. À chaque manipulation, Tonnerre frémissait, mais restait étrangement docile, comme s'il comprenait que cet homme essayait de l'aider. « Voilà », dit finalement Jean-Baptiste, essoufflé par l'effort et la concentration. « C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. » Il s'assit contre la paroi rocheuse, épuisé. La nuit était tombée et la température avait considérablement baissé. Jean-Baptiste savait qu'il ne pouvait pas laisser Tonnerre seul. L'animal avait besoin de chaleur, de réconfort, de présence. « On va passer la nuit ensemble, toi et moi ?» murmura-t-il, s'installant contre le flanc de l'étalon. « Demain, j'irai chercher de quoi te soigner correctement. » Jean-Baptiste sentit les tremblements de Tonnerre diminuer progressivement. La chaleur de leur corps combiné les protégeait du froid nocturne. Pour la première fois depuis longtemps, Jean-Baptiste ressentit quelque chose qui ressemblait à un but, à une responsabilité qui valait la peine d'être assumée. « Tu sais, » chuchota-t-il dans l'obscurité,
Je crois qu'on s'est trouvés tous les deux. Deux âmes brisées au fond d'un ravin. » Comme en réponse, Tonnerre tourna légèrement la tête, son museau chaud frôlant la joue de Jean-Baptiste. Ce geste simple, cette connexion inattendue entre l'homme et l'animal, était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore imaginer. Quelque chose qui changerait leur destin à jamais. L'aube teintait à peine le ciel quand Jean-Baptiste éveilla, le corps endolori d'avoir dormi contre la pierre froide. Tonnerre était éveillé, ses grands yeux expressifs fixés sur lui. Le cheval avait survécu à la nuit. Cesser était déjà une victoire. « Bonjour, mon brave », murmura Jean-Baptiste en se redressant. Il examina l'attelle improvisée. Elle avait tenu, mais l'inflammation autour de la fracture S était aggravée. La jambe de Tonnerre était gonflée, chaude au toucher. Jean-Baptiste fronça les sourcils. Sans antibiotiques, sans anti-inflammatoire puissant, l'infection risquait de s'installer, et une infection signifiait la mort, aussi sûrement que la chute dans le ravin aurait dû le tuer. « Je dois trouver de l'aide », dit-il à Tonnerre en caressant son encolure. « Mais qui aiderait un cheval jeté comme un déchet et un homme qui vit dans un ravin ?» Il réfléchit rapidement. Le village le plus proche, Saint-Laurent-sur-Mer, était à 8 kilomètres. Il y avait une pharmacie, mais pas de vétérinaire. Et Jean-Baptiste n'avait presque pas d'argent. Quelques pièces glanées en faisant des petits travaux pour les fermiers des environs. Soudain, il se souvint de Marguerite Dufresne, une vieille herboriste qui vivait à la lisière de la forêt. Elle soignait aussi bien les hommes que les bêtes avec ses remèdes naturels. Jean-Baptiste l'avait aidé plusieurs fois à couper du bois pour l'hiver. « Je reviens dès que possible », promit-il à Tonnerre. « Tiens bon. » Il laissa à elle, étalon, le peu d'eau qui restait dans sa gourde et quelques pommes sauvages à portée de museau. Puis, ignorant la faim qui lui tordait l'estomac, il entama sa longue marche vers la cabane de Marguerite. À la même heure, dans les écuries Beaufort, Pierre Delacroix inspectait ses chevaux en compagnie de son régisseur. L'immense bâtiment abritait une trentaine de pur-sang, chacun valant une petite fortune. « Comment va Éclipse Royale ce matin ?» demanda Pierre, s'arrêtant devant le box du magnifique étalon noir. « En pleine forme, monsieur », répondit François. « Le vétérinaire a confirmé que tous ses tests sont parfaits. L'Américain ne sera pas déçu. » Pierre hocha la tête avec satisfaction. « Bien, tout doit être impeccable pour sa visite. Vous avez préparé les papiers que j'ai demandés ?» François hésita. « Presque tous, monsieur. Il manque juste... » « Oui ?» Le ton de Pierre se fit tranchant. Le certificat d'origine de Tonnerre. « L'Américain a demandé à voir les documents de tous vos étalons reproducteurs, y compris ceux qui ne sont pas à vendre. » Pierre se raidit. « Tonnerre n'est plus notre problème. Dites-lui qu'il a été vendu en Allemagne. »« Bien, monsieur, » acquiesça François, bien que son regard trahisse son malaise. « Il y a autre chose. Votre fille a appelé ce matin. Elle a insisté pour... »« Je n'ai pas le temps, » coupa Pierre. « Dites-lui que je suis occupé avec la visite de l'Américain. » François s'inclina légèrement. « Comme vous voudrez, monsieur. » Quand le régisseur fut parti, Pierre resta un moment immobile devant le box des Éclipse Royale. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas sa fille, mais Laurent Mercier, son contact à la fédération équestre. « Delacroix », répondit-il sèchement. « Pierre, nous avons un problème », annonça Laurent sans préambule. « J'ai reçu un appel de Jackson Wilford, l'Américain. » Pierre fronça les sourcils. Jackson Wilford était l'acheteur potentiel des Éclipse Royale. « Quel problème ? » « Il ne vient pas seulement pour Éclipse Royale. Il est intéressé par un autre de vos chevaux, un Palomino, Tonnerre. » Le sang de Pierre se glaça. Pourquoi diable s'intéresserait-il à Tonnerre? Apparemment, il a vu des photos de lui lors d'un concours l'année dernière. Il dit que ce cheval a quelque chose de spécial, une lignée rare qu'il recherche depuis des années. Il est prêt à payer un prix considérable. Pierre passa une main sur son visage. «
C'est impossible. Tonnerre est indisponible. Que voulez-vous dire? Il a eu un accident. Rien de grave, mentit Pierre, mais il est en convalescence, pas présentable. Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. Pierre, Wilfort est prêt à payer 3 millions d'euros pour ce cheval, même sans le voir. Vous comprenez ce que ça signifie? Il y a quelque chose que vous ignorez à propos de Tonnerre. Pierre raccrocha sans répondre, son esprit tourbillonnant. 3 millions pour un cheval qu'il avait jeté comme un déchet. Qu'est-ce que cet Américain savait que lui ignorait? Pendant ce temps, Jean-Baptiste arrivait enfin à la cabane de Marguerite Dufresne. La vieille femme, menue mais robuste malgré ses 75 ans, était en train de suspendre des bouquets d'herbes séchées sous l'auvent de sa modeste demeure. « Jean-Baptiste !» s'exclama-t-elle, surprise. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» En quelques phrases haletantes, Jean-Baptiste lui expliqua la situation. Le visage ridé de Marguerite s'assombrit au récit de la cruauté de Pierre Delacroix. « Ce homme-là a une pierre à la place du cœur », murmura-t-elle. « Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ces méthodes. Pouvez-vous m'aider ?» supplia Jean-Baptiste. « Le cheval va mourir sans soins appropriés. » Marguerite le fixa un long moment, comme si elle sondait son âme. « Pourquoi t'en soucies-tu tant ?»« Ce n'est pas ton cheval. » Jean-Baptiste baissa les yeux. « Parce que personne d'autre ne le fera, parce que j'ai été jeté comme lui et que je sais ce que c'est que d'être considéré comme dispensable. » La vieille femme hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux gris. « Attends-moi là. » Elle disparut dans sa cabane et revint quelques minutes plus tard avec un sac en toile usé. « Ah, voici des herbes pour l'inflammation, du miel pour prévenir l'infection et une teinture d'arnica pour la douleur. » Elle ajouta une petite boîte en métal. « Et ceci, c'est de la pénicilline pour mon âne, mais je suppose qu'elle servira mieux ton étalon. » Jean-Baptiste la regarda, stupéfait. « Je ne peux pas accepter tout ça. Je n'ai pas d'argent pour... » « Qui a parlé d'argent ?» l'interrompit Marguerite avec un sourire malicieux. « Et tu me rembourseras en m'aidant à préparer mon jardin pour l'hiver et en me donnant des nouvelles de ce cheval. J'ai toujours eu un faible pour ceux qui se battent contre leur destin. » Jean-Baptiste sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci, parvint-il à articuler, je ne l'oublierai pas. »« Va, dit simplement Marguerite, ton ami t'attend. » Le retour vers le ravin parut interminable à Jean-Baptiste. Le sac de Marguerite pesait sur son épaule, mais c'était un poids réconfortant, celui de l'espoir. À mi-chemin, une voiture ralentit à sa hauteur. Jean-Baptiste se raidit. Dans sa situation, les rencontres inattendues étaient rarement bienveillantes. « Monsieur Mercier ?» Une jeune femme aux cheveux châtains coupés courts le regardait depuis sa petite Citroën bleue. Son visage ne lui était pas inconnu, mais Jean-Baptiste n'arrivait pas à la replacer. « Vous ne me reconnaissez pas ?» sourit-elle tristement. « Je suis Juliette Delacroix. Vous m'avez appris à monter quand j'avais 12 ans. À Saumur. » Jean-Baptiste cligna des yeux, stupéfait. « Mademoiselle Delacroix, la fille de Pierre Delacroix. »« Montez, » dit-elle, en déverrouillant la portière passager. « Vous avez l'air épuisé. » Hésitant, Jean-Baptiste finit par s'installer à côté d'elle, son sac serré contre lui. « Que faites-vous dans ce coin perdu ?» demanda-t-il alors que la voiture reprenait sa route. « Je cherche mon père, il ne répond pas à mes appels. » Elle jeta un coup d'œil au sac en toile. « Et vous ?» Jean-Baptiste détourna le regard. « J'ai un ami qui a besoin de ses médicaments. » Juliette le fixa un instant, puis reporta son attention sur la route. « Vous n'êtes plus à Saumur ?»« Non. Les choses ont changé. » Il n'avait pas envie de détailler sa déchéance. « Où puis-je vous déposer ?» Jean-Baptiste hésita. Pouvait-il faire confiance à la fille de l'homme qui avait condamné Tonnerre à mort? Mais quelque chose dans les yeux de Juliette, une douceur, une sincérité, le poussa à répondre. « Au ravin de Saint-Michel, s'il vous plaît. »
Une ombre de confusion passa sur le visage de Juliette. Le ravin? Mais il n'y a rien là-bas. J'y habite, répondit simplement Jean-Baptiste. Le silence qui suivit était lourd de questions non posées. Finalement, Juliette parla à nouveau. Mon père a changé depuis la mort de ma mère. Il n'a jamais été tendre, mais avant, il y avait quelque chose d'humain en lui. Maintenant, il ne voit que des chiffres, des profits, des transactions. Jean-Baptiste serra les poings, luttant contre l'envie de lui révéler ce que son père avait fait à Tonnerre. Mais à quoi bon? Cette jeune femme n'était pas responsable des actes de Pierre Delacroix. « Nous y sommes », annonça Juliette en s'arrêtant près du sentier qui menait au ravin. « Merci pour le trajet, mademoiselle Delacroix. Juliette, s'il vous plaît. » Elle le regarda intensément. « Vous étiez le meilleur instructeur de Saumur, vous savez. Vous aimiez les chevaux pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils pouvaient rapporter. » Ces mots touchèrent Jean-Baptiste plus qu'il ne voulait l'admettre. « Prenez soin de vous, Juliette. » Il descendit de la voiture et s'engagea sur le sentier. Derrière lui, il entendit la voiture faire demi-tour et s'éloigner. Pendant ce temps, au domaine Beaufort, Pierre était enfermé dans son bureau, fouillant frénétiquement dans les papiers de Tonnerre. Le certificat d'origine, les résultats de concours, les analyses génétiques, tout y passa. Rien ne semblait justifier l'intérêt soudain et lucratif de l'Américain. « François » appela-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. Le régisseur apparut presque instantanément. « Monsieur, qui a vendu Tonnerre aux écuries Beaufort? Je veux tout savoir sur ce cheval. » François parut surpris. « Mais c'est vous qui l'avez acheté, monsieur, il y a 3 ans, lors de la vente aux enchères de Deauville. Je me souviens de la vente, pas des détails. » S'impatienta Pierre. Qui était le vendeur? Un petit éleveur espagnol, je crois. Miguel quelque chose. Il était pressé de vendre. C'est pour ça que vous avez eu le cheval à si bon prix. Pierre se massa les tempes. Un éleveur espagnol pressé de vendre, cela cachait forcément quelque chose. Contactez cet homme. Immédiatement. Ce sera difficile, hésita François. Il est décédé peu après la vente. Pierre frappa du poing sur son bureau. Alors trouvez-moi quelqu'un qui le connaissait et envoyez une équipe au ravin de Saint-Michel. Je veux récupérer Tonnerre. Mais monsieur, après une chute pareille, le cheval doit être... Faites ce que je vous dis, explosa Pierre, et assurez-vous que personne ne sache ce que nous faisons, surtout pas l'Américain. Dans le ravin, Jean-Baptiste retrouva Tonnerre exactement comme il l'avait laissé. Elle étalon hennit doucement en le voyant approcher, comme pour le saluer. « Je suis revenu, mon brave, » murmura Jean-Baptiste, s'agenouillant à côté de lui, « et j'ai de quoi te soigner. » Avec une infinie précaution, il retira l'attelle improvisée pour nettoyer la blessure avec la décoction d'herbe de marguerite. Tonnerre frémit, mais ne tenta pas de se dérober. Jean-Baptiste appliqua ensuite le miel sur la plaie avant d'injecter la pénicilline, remerciant silencieusement ses années d'expérience qui lui permettaient de le faire correctement. « Voilà », dit-il en replaçant une attelle plus solide, fabriquée avec des branches droites et les bandages fournis par Marguerite. « C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. » Jean-Baptiste s'assit, épuisé, et sortit de son sac une pomme qu'il partagea avec Tonnerre. Le cheval accepta sa moitié avec un enthousiasme qui fit sourire Jean-Baptiste pour la première fois depuis longtemps. « Tu as de la chance d'être tombé sur moi, » dit-il doucement. « N'importe qui d'autre t'aurait achevé pour abréger tes souffrances. » Tonnerre le regardait de ses grands yeux intelligents, comme s'il comprenait chaque mot. « Tu sais, » continua Jean-Baptiste, « avant, j'avais tout. Un métier que j'aimais, une femme, une maison. » Puis tout s'est écroulé. Il caressa l'encolure de l'étalon. « Parfois, je me demande si ça valait la peine de continuer. Mais maintenant, je crois que je comprends pourquoi j'ai survécu. Pour être là, aujourd'hui, pour toi. »
Le soleil commençait à décliner quand Jean-Baptiste entendit des voix au loin. Des hommes, plusieurs, qui approchaient du ravin. Son cœur s'emballa. Il n'y avait qu'une seule raison pour que des étrangers viennent ici. Tonnerre. Jean-Baptiste réagit instinctivement. Il se leva d'un bond, cherchant un moyen de dissimuler Tonnerre. Mais où cacher un cheval de plus de 500 kilos dans un ravin? Impossible. Restez tranquille, murmura-t-il à elle et Talon, tapotant son encolure. Il examina rapidement les environs. À 20 mètres sur sa gauche, un éboulement de pierre formait une petite crevasse où il pourrait se cacher pour observer sans être vu. Avec un dernier regard vers Tonnerre, Jean-Baptiste s'y faufila et attendit. Quelques minutes plus tard, 3 hommes apparurent en contrebas. Jean-Baptiste reconnut immédiatement François, le régisseur des écuries Beaufort. Les 2 autres étaient des palefreniers, qu'il avait déjà aperçus de loin. « C'est ridicule », grommela l'un d'eux. « Après une chute pareille, on ne retrouvera que des os. »« Tais-toi et cherche », ordonna François. « Monsieur Delacroix veut ce cheval, vivant ou mort. » Ils progressèrent dans le ravin, scrutant chaque recoin. Jean-Baptiste retint son souffle quand François s'arrêta soudain, pointant du doigt. « Là-bas, c'est lui !» Les 3 hommes se précipitèrent vers Tonnerre. Elle les talons, incapable de se lever, hennit de peur à leur approche. « Il est vivant !» s'exclama François, incrédule. « Comment est-ce possible? Et sa jambe? Elle est bandée !» remarqua un des palefreniers. « Quelqu'un s'est occupé de lui. » François s'accroupit pour examiner l'attelle. « C'est du bon travail, pas professionnel, mais efficace. »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda le second palefrenier. « Dont on ne peut pas le déplacer dans cet état. » François se releva, les sourcils froncés. « Je dois appeler monsieur Delacroix. » Il s'éloigna de quelques pas, sortant son téléphone. Jean-Baptiste pouvait entendre des bribes de conversation. Vivant, quelqu'un l'a soigné, impossible à déplacer sans équipement. Quand François revint vers ses hommes, son visage était tendu. Le patron arrive avec le docteur Moreau et une équipe d'extraction. Nous devons sécuriser le périmètre et trouver qui s'est occupé de ce cheval. Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer. Pierre Delacroix allait venir en personne. Pourquoi un tel intérêt soudain pour un cheval qu'il avait condamné? Les 3 hommes commencèrent à inspecter les alentours. Jean-Baptiste se tapit davantage dans sa cachette, mais il savait qu'il finirait par découvrir la cabane et comprendre qui avait soigné Tonnerre. Soudain, une voix féminine retentit depuis le haut du ravin. « François, vous êtes là ?» Jean-Baptiste reconnut immédiatement la voix de Juliette Delacroix. Que faisait-elle ici? François leva la tête, surpris. « Mademoiselle Juliette, que faites-vous ici ?» Juliette descendait avec agilité la pente escarpée, une détermination visible dans chacun de ses mouvements. « J'ai suivi votre camionnette. Qu'est-ce qui se passe ?»« Pourquoi mon père vous a-t-il envoyé ici ?» François hésita, visiblement mal à l'aise. « C'est une affaire qui concerne votre père. Je vous suggère de... »« C'est Tonnerre !» s'exclama Juliette en apercevant l'étalon. Elle se précipita vers lui, ignorant les protestations de François. « Mon Dieu, que lui est-il arrivé, sa jambe ?»« Mademoiselle, je vous en prie, votre père arrive. Et... mon père ?» La voix de Juliette se durcit. « Ah, qu'a-t-il à voir avec ça? C'est lui qui a fait ça ?» Jean-Baptiste, depuis sa cachette, observait la scène avec une fascination mêlée d'inquiétude. Juliette semblait sincèrement bouleversée par l'état de Tonnerre. « Mademoiselle, » tenta à nouveau François, « ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a eu un accident et... » « Ne me mentez pas, » coupa Juliette. « Je connais mon père. Quand un cheval ne lui rapporte plus assez, il s'en débarrasse. Il a fait ça avec Étoile du Matin l'année dernière et maintenant Tonnerre. » Les 2 palefreniers échangèrent des regards gênés. François soupira. « Votre père arrive dans 20 minutes avec le vétérinaire.
Je vous suggère de lui poser vos questions directement. Juliette s'agenouilla près de Tonnerre, caressant doucement son chanfrein. « Qui t'a soigné, mon beau? Qui a pris soin de toi quand mon père t'a abandonné ?» Jean-Baptiste était déchiré. Devait-il se montrer, faire confiance à Juliette? Mais avant qu'il puisse décider, un craquement de branches le trahit. François se retourna vivement. « Il y a quelqu'un là-bas. André, va voir !» Le palefrenier s'approcha de la cachette de Jean-Baptiste. Pas le choix, il sortit lentement, les mains levées en signe de paix. « Jean-Baptiste !» Juliette le fixa, stupéfaite. « C'est vous qui avez soigné Tonnerre ?» François plissa les yeux. « Je vous connais, vous êtes l'ancien instructeur de Saumur, celui qui a eu des problèmes. » Jean-Baptiste ignora le régisseur et s'adressa directement à Juliette. « Oui, c'est moi. Vos hommes l'ont jeté ici il y a 2 jours, comme un vulgaire déchet. J'ai fait ce que j'ai pu pour le sauver. Mes hommes... » Juliette se tourna vers François, le visage déformé par la colère. « Vous avez jeté Tonnerre dans ce ravin ?» « Sur ordre de mon père ?» François pâlit. « Mademoiselle, je vous assure que... » « Arrêtez de mentir !» Juliette se releva d'un bond. « J'exige de savoir la vérité. » Le silence qui suivit fut rompu par le bruit d'un hélicoptère approchant. Pierre Delacroix arrivait. Jean-Baptiste s'avança vers Tonnerre et s'agenouilla à ses côtés dans un geste protecteur. « Je ne sais pas pourquoi votre père veut soudainement récupérer ce cheval, mais je ne le laisserai pas le maltraiter à nouveau. » Juliette le regarda un long moment, puis hocha la tête. « Je comprends. Et je suis avec vous. » François parut alarmé. « Mademoiselle Juliette, votre père ne va pas apprécier que vous... »« Mon père va devoir s'expliquer, » trancha-t-elle. Puis, se tournant vers Jean-Baptiste, « Vous avez fait un travail remarquable avec cette attelle. Où avez-vous appris ça ?»« J'ai été palefrenier pendant 15 ans, » répondit-il simplement. « Et j'ai eu une bonne maîtresse. » Un demi-sourire se dessina sur son visage fatigué au souvenir de Marguerite. L'hélicoptère était maintenant visible, descendant vers une clairière à quelques centaines de mètres. Bientôt, Pierre Delacroix serait là, et Jean-Baptiste devrait affronter l'homme qui avait condamné Tonnerre à mort. « Pourquoi votre père veut-il récupérer Tonnerre maintenant ?» demanda Jean-Baptiste à Juliette, profitant des derniers instants avant l'arrivée de Pierre. Juliette secoua la tête. « Je l'ignore. Je suis revenu de Paris ce matin et j'ai trouvé tout le domaine en effervescence. » Quelque chose à propos d'un acheteur américain. Jean-Baptiste fronça les sourcils. Un Américain, intéressé par Tonnerre? Apparemment, j'ai entendu François mentionner une somme astronomique, mais je pensais qu'il s'agissait de Éclipse Royale, pas de Tonnerre. Jean-Baptiste posa une main sur l'encolure de l'étalon. « Tu vaudrais donc une fortune, mon brave. » « Est-ce pour ça qu'ils te veulent maintenant ?» Tonnerre hennit doucement, comme pour répondre. Le bruit de moteur annonça l'arrivée imminente de Pierre Delacroix et de son entourage. Jean-Baptiste se redressa, déterminé à protéger Tonnerre, quoi qu'il en coûte. « Restez près de moi, » murmura Juliette. « Quoi que dise mon père, n'oubliez pas que vous avez sauvé ce cheval quand lui l'avait condamné. » Jean-Baptiste hocha la tête, reconnaissant de cet appui inattendu. Ensemble, ils attendirent l'arrivée de Pierre Delacroix, unis dans leur détermination à protéger un animal que le destin avait placé sur leur chemin. L'hélicoptère se posa dans un nuage de poussière, son souffle puissant faisant trembler les feuilles des arbres environnants. Jean-Baptiste plissa les yeux, protégeant Tonnerre de sa silhouette. À ses côtés, Juliette se tenait droite, déterminée, son menton légèrement relevé dans une posture que Jean-Baptiste reconnaissait, celle d'une femme prête au combat. Pierre Delacroix descendit le premier, suivi du docteur Moreau et de 2 hommes portant du matériel médical. Malgré ses 63 ans, Pierre se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui savait que le monde s'inclinait devant sa volonté, jusqu'à ce que son regard tombe sur sa fille
Juliette, il s'arrêta net. Que fais-tu ici? Je pourrais te poser la même question, père. La voix de Juliette était glaciale. Ou plutôt, je devrais te demander pourquoi tu as ordonné à tes hommes de jeter Tonnerre dans ce ravin. Pierre dévisagea François, qui détourna les yeux. C'est une affaire complexe que tu ne peux pas comprendre. Maintenant, écarte-toi. Le vétérinaire doit examiner ce cheval. Ce cheval a un nom, intervint Jean-Baptiste, incapable de se contenir plus longtemps. Et il serait mort sans mes soins après que vos hommes l'aient condamné à une agonie lente. Les yeux de Pierre se posèrent sur Jean-Baptiste, le détaillant comme un insecte curieux. Et vous êtes Jean-Baptiste Mercier, ancien instructeur à Saumur. Il soutint le regard du vieil homme sans ciller. J'ai trouvé Tonnerre il y a 2 jours, agonisant après sa chute. J'ai fait ce que tout être humain décent aurait fait. J'ai essayé de le sauver. Pierre haussa un sourcil. Mercier, le palefrenier qui a perdu son emploi pour alcoolisme? François, chassez cet homme. Il ne bouge pas. Juliette s'interposa. C'est lui qui a sauvé Tonnerre quand tu l'as condamné à mort. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Un silence choqué s'abattit sur le groupe. Pierre Delacroix n'était pas habitué à être défié, encore moins par sa propre fille. « Tu ne comprends pas l'enjeu ?» dit-il finalement, sa voix dangereusement calme. « Ce cheval vaut une fortune. »« Maintenant, oui, » répliqua Juliette, « mais il y a 2 jours, tu étais prêt à le laisser mourir pour économiser quelques milliers d'euros de soins vétérinaires. » Le docteur. Moreau s'avança, visiblement mal à l'aise au milieu de cette confrontation familiale. « Puis-je au moins examiner l'animal? Sa condition semble étonnamment bonne, vu les circonstances. » Jean-Baptiste hésita, puis acquiesça. « Allez-y, mais je reste à côté. » Pendant que le vétérinaire examinait Tonnerre, Pierre S. éloigna de quelques pas, faisant signe à Juliette de le suivre. Jean-Baptiste ne pouvait pas entendre leur conversation, mais les gestes tendus et les expressions crispées ne présageaient rien de bon. « C'est remarquable, » murmura le docteur Moreau, inspectant l'attelle. « Vous avez fait ça tout seul ?» Jean-Baptiste hocha la tête. « Avec l'aide d'une herboriste locale. J'ai utilisé de la pénicilline et des remèdes naturels pour prévenir l'infection. Eh bien, ça a fonctionné. La fracture est nette et il n'y a pas de signe d'infection. » Le vétérinaire le regarda avec un respect nouveau. « Sans vos soins, ce cheval serait certainement mort. » À ce moment, Pierre et Juliette revinrent. La jeune femme avait les joues rouges, mais elle semblait plus déterminée que jamais. « Docteur Moreau, » appela Pierre, « votre diagnostic ? » La fracture est sérieuse mais propre. Avec une intervention chirurgicale et une rééducation appropriée, je lui donne de bonnes chances de récupération complète. Évidemment, il faudra le transporter en douceur jusqu'à une clinique équine. Pierre hocha la tête, satisfait. « Bien, préparez-le pour le transport. Nous l'emmènerons à la clinique de Saint-Lô. » Un instant, intervint Jean-Baptiste. « Qui a dit que vous pouviez reprendre ce cheval ?» Pierre se tourna vers lui, un sourire froid aux lèvres. « Ce cheval m'appartient, monsieur Mercier. J'ai les papiers pour le prouver. »« Vous l'avez abandonné, » répliqua Jean-Baptiste. « Vous l'avez jeté comme un déchet. Moralement, vous avez renoncé à tout droit sur lui. »« Moralement, nous parlons de légalité, pas de morale. » Pierre sortit son téléphone. Un appel à la gendarmerie réglera rapidement cette question, à moins que vous ne préfériez qu'on discute de votre occupation illégale de ce terrain. Jean-Baptiste blêmit. Il n'avait aucun droit légal sur Tonnerre, et sa propre situation était précaire. « Ça suffit, père, » intervint Juliette. « Monsieur Mercier a sauvé Tonnerre. Sans lui, tu n'aurais qu'un cadavre à montrer à ton acheteur américain. » Un éclair de contrariété passa sur le visage de Pierre. « Tu es trop sensible, comme ta mère. Les affaires sont les affaires. » « Quelles affaires ?»
demanda Jean-Baptiste. Pourquoi cet intérêt soudain pour un cheval que vous avez condamné? Pierre le fixa un long moment, puis soupira. Puisque vous semblez tous déterminés à compliquer les choses, voici la vérité. Tonnerre n'est pas un simple cheval de concours. C'est un descendant direct de Babieca III, un étalon de la lignée royale espagnole qu'on croyait perdue. Le docteur Moreau sursauta. Babieca. Impossible. Cette lignée s'est éteinte dans les années 80. C'est ce que tout le monde croyait, répondit Pierre. Jusqu'à ce que Jackson Wilford, un éleveur américain, identifie Tonnerre grâce à des photos d'un concours. Il a fait des tests ADN discrets en récupérant des crins lors d'une visite l'an dernier. Les résultats sont formels. Jean-Baptiste regarda Tonnerre avec stupéfaction. « Alors ce cheval est inestimable », compléta Pierre, le dernier descendant mâle d'une lignée légendaire. Wilford est prêt à payer 50 millions d'euros pour lui. Le chiffre frappa Jean-Baptiste comme un coup physique. 50 millions pour un cheval que Pierre avait été prêt à laisser mourir dans un ravin. « Et l'ancien propriétaire espagnol ?» demanda Juliette, les yeux plissés. « Comment a-t-il pu vendre un tel trésor pour une bouchée de pain ?» Pierre haussa les épaules. Miguel Alvarez était un petit éleveur criblé de dettes. Il ignorait probablement la véritable valeur de Tonnerre, et il est mort peu après la vente, donc impossible de le questionner maintenant. « Bien pratique », murmura Juliette, suspicieuse. « Monsieur », appela François depuis le haut du ravin. « L'hélicoptère médicalisé pour chevaux sera là dans 30 minutes. Nous devons préparer le terrain. » Pierre hocha la tête. « Parfait. Docteur. » Moreau, préparez Tonnerre pour le transport. Puis, se tournant vers Jean-Baptiste, « Quant à vous, monsieur Mercier, je suis disposé à vous offrir une compensation pour vos services, disons 20 000 euros. » Jean-Baptiste le dévisagea, incrédule. « Vous croyez pouvoir m'acheter, comme vous avez acheté tout le reste dans votre vie? 30 000 alors. » « C'est plus que généreux pour quelques jours de soins improvisés. Ce n'est pas une question d'argent, » protesta Jean-Baptiste. « C'est une question de principe. Vous ne méritiez pas ce cheval avant, et vous ne le méritez pas maintenant. » Pierre perdit patience. « Écoutez-moi bien, Tonnerre est ma propriété légale. Vous pouvez accepter mon offre ou partir les mains vides, mais ce cheval rentrera avec moi aujourd'hui. » Jean-Baptiste serra les poings, impuissant. La loi était du côté de Pierre, et il le savait. « Il y a une autre solution ?» intervint soudain Juliette. « Père, tu as besoin de quelqu'un qui connaisse Tonnerre, qui ait sa confiance, quelqu'un qui puisse assurer sa convalescence et sa préparation pour la vente. » Pierre fronça les sourcils. « Où veux-tu en venir ? Embauche monsieur Mercier comme palefrenier personnel pour Tonnerre, avec un contrat équitable qui reconnaît son rôle dans le sauvetage du cheval. » Jean-Baptiste et Pierre la fixèrent avec une surprise identique. « C'est absurde, » protesta Pierre. « Cet homme est un excellent palefrenier qui a sauvé ton investissement de 50 millions, » coupa Juliette. « Et il est le seul à qui Tonnerre fait confiance maintenant. » Pour appuyer ses propos, l'étalon hennit doucement et poussa son museau contre la main de Jean-Baptiste, comme pour réclamer une caresse. Pierre observa ce geste avec une expression indéchiffrable. Puis son regard calculateur passa de l'homme au cheval, évaluant, mesurant, pesant les risques et les avantages. 3 jours plus tard, Jean-Baptiste franchissait les imposantes grilles du domaine Beaufort, un sac contenant ses maigres possessions sur épaules. La demeure principale se dressait au loin, majestueuse et intimidante, entourée de paddocks verdoyants où des pur-sangs paissaient paisiblement, un monde qui lui semblait appartenir à une autre vie. François l'attendait devant les écuries, son expression oscillante entre méfiance et résignation. « Monsieur Mercier, » le salua-t-il formellement, « suivez-moi, je vais vous montrer vos quartiers et l'état de Tonnerre. »
Jean-Baptiste hocha la tête, silencieux. Il avait encore du mal à croire qu'il avait accepté la proposition de Juliette. Après une longue délibération dans le ravin, Pierre avait finalement cédé, à contre-cœur. Un contrat de 6 mois, bien rémunéré, comme palefrenier personnel de Tonnerre, avec une clause stipulant qu'il recevrait une prime substantielle si El Étalon se rétablissait complètement. François le conduisit à travers un dédale d'écuries impeccables. « Vos quartiers sont au-dessus de l'écurie principale », expliqua-t-il. « C'est petit, mais confortable. Vous êtes le seul à y loger. Les autres palefreniers rentrent chez eux le soir. » Ils montèrent un escalier étroit qui menait à une petite chambre sous les combles. Malgré sa simplicité, C était un palais comparé à la cabane du ravin. Un lit propre, une salle de bain, une petite cuisine, le strict nécessaire, mais luxueux pour quelqu'un qui avait dormi sur le sol pendant 3 ans. « Tonnerre est dans le box médicalisé », continua François. L'opération s'est bien passée. Le docteur Moreau dit qu'il est exceptionnellement résistant. Jean-Baptiste posa son sac sur le lit. « Je peux le voir maintenant ?» François acquiesça. « Monsieur Delacroix veut vous voir d'abord. Il vous attend dans son bureau. » Le bureau de Pierre Delacroix était à l'image de l'homme, austère, imposant, sans fioritures inutiles. Derrière un bureau massif en acajou, le maître des lieux examinait des documents, ne levant même pas les yeux quand Jean-Baptiste entra. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, signant un papier avant de finalement le regarder. Jean-Baptiste obéit, mal à l'aise dans cet environnement intimidant. « Voici les règles », commença Pierre sans préambule. « Vous vous occupez exclusivement de Tonnerre. Vous suivez à la lettre les instructions du docteur Moreau. Vous ne parlez à personne des origines de ce cheval ou de sa valeur. Si quelqu'un vous questionne, vous dites que c'est un projet de réhabilitation personnelle de ma part. » Jean-Baptiste serra les dents. « Je n'ai pas l'habitude de mentir. Ce n'est pas un mensonge, c'est de la discrétion. » Pierre joignit ses mains devant lui. « Jackson Wilford arrive dans 3 semaines. D'ici là, je veux que Tonnerre soit présentable. » Pas guéri, personne n'attend un miracle, mais en voie de guérison avec un bon pronostic. Et après la vente, que deviendra Tonnerre? Pierre haussa les épaules. Wilford est un éleveur réputé. Il veut Tonnerre pour sa génétique, pas pour les compétitions. Le cheval aura une belle vie de reproducteur. Jean-Baptiste n'était pas convaincu. Et s'il ne se rétablit pas comme prévu? Un silence pesant s'installa. Pierre le fixa intensément. Alors, ce sera une déception pour tout le monde, y compris pour vous, puisque votre prime dépend de son rétablissement. La menace était à peine voilée. Jean-Baptiste soutint son regard. « Je ne fais pas ça pour l'argent, je le fais pour Tonnerre. »« Noble sentiment, » répondit Pierre, un sourire sans chaleur aux lèvres. « Mais nous savons tous les deux que l'argent ne fait pas de mal, surtout à un homme dans votre situation. » Avant que Jean-Baptiste puisse répliquer, la porte s'ouvrit sur Juliette. Elle portait une tenue de équitation et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pratique. « Ah, monsieur Mercier, vous êtes arrivé » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Comment trouvez-vous vos quartiers ?»« Parfait, merci » répondit-il, reconnaissant de cette interruption. « Juliette, » intervint Pierre, irrité, « nous étions en pleine discussion professionnelle. »« Qui est terminé maintenant ?» répliqua-t-elle. « Je vais montrer à monsieur Mercier comment nous fonctionnons ici, si tu n'y vois pas d'inconvénient. » Sans attendre de réponse, elle fit signe à Jean-Baptiste de la suivre. Il se leva, salua brièvement Pierre d'un hochement de tête et quitta le bureau. « Ne vous laissez pas intimider, » murmura Juliette une fois dans le couloir. « Mon père teste tout le monde comme ça. »« Je n'ai pas peur de lui, » répondit Jean-Baptiste. « Mais je m'inquiète pour Tonnerre. » Juliette lui jeta un regard en coin. « Vous tenez vraiment à ce cheval, n'est-ce pas? Il m'a redonné un but. Une raison de me lever le matin.
Ils traversèrent la cour principale pour rejoindre une structure moderne à l'écart des écuries traditionnelles, la clinique équine privée du domaine. À l'intérieur, dans un box spacieux équipé de technologies médicales avancées, Tonnerre les accueillit d'un hennissement joyeux. « Il vous reconnaît », sourit Juliette, touchée par cette réaction. Jean-Baptiste s'approcha de l'étalon, caressant son chanfrein. « Comment va ta jambe, mon brave ?» Le docteur Moreau, qui vérifiait les constantes de Tonnerre, se tourna vers eux. « Ah, monsieur Mercier, je vous attendais. L'opération s'est remarquablement bien passée. Nous avons posé une plaque de titane pour stabiliser la fracture. La récupération prendra du temps, mais les signes sont encourageants. » « Combien de temps ?» demanda Jean-Baptiste, examinant le bandage professionnel qui entourait la jambe de Tonnerre. « 6 à 8 mois pour une guérison complète. Mais il pourra commencer à poser le pied au sol d'ici 3 semaines et marcher doucement après 2 mois. » Jean-Baptiste hocha la tête, rassuré. « Je veillerai à ce qu'il suive scrupuleusement le programme de rééducation. »« Je n'en doute pas, » sourit le vétérinaire. « Votre attelle de fortune était impressionnante, étant donné les circonstances. Vous avez l'instinct pour ça. » Une fois le docteur Moreau parti, Jean-Baptiste s'installa sur un ballot de paille à côté du box de Tonnerre. Juliette l'observa un moment, puis vint s'asseoir près de lui. « Je suis désolée pour ce que mon père a fait, » dit-elle doucement, « à Tonnerre et à vous. » Jean-Baptiste la regarda, surpris. « À moi ? La façon dont il vous traite, comme si vous étiez dispensable. Je suis habitué. Les gens comme moi sont invisibles pour les gens comme votre père. » Juliette secoua la tête. « Oh, vous n'êtes pas invisible pour moi. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une compréhension mutuelle, peut-être, ou quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Les jours au domaine Beaufort se transformèrent en semaines, rythmés par les soins que Jean-Baptiste prodiguait à Tonnerre. Chaque matin, il arrivait à l'aube pour commencer les exercices de rééducation passive, des étirements doux, des massages pour stimuler la circulation sanguine et des mouvements contrôlés de la jambe blessée. L'après-midi était consacré aux soins plus généraux, le pansage minutieux, l'alimentation spéciale prescrite par le docteur Moreau et surtout les longues heures passées simplement à parler à l'étalon, à le rassurer de sa présence constante. Ce jour-là, 2 semaines après son arrivée, Jean-Baptiste était particulièrement satisfait. Pour la première fois, Tonnerre avait posé sa jambe blessée au sol, testant prudemment son poids dessus pendant quelques secondes. « C'est bien, mon brave », murmurait Jean-Baptiste, caressant l'encolure luisante de aile et talon. « Doucement, on ne se précipite pas. »« Des progrès ?» La voix de Juliette le fit se retourner. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un jean simple et d'un chemisier bleu qui faisait ressortir ses yeux. « Il a posé son sabot aujourd'hui », annonça Jean-Baptiste, ne cachant pas sa fierté. « Le docteur Moreau dit que c'est bien plus rapide que prévu. » Juliette s'approcha, gratifiant Tonnerre d'une caresse sous le menton. « C'est parce qu'il a un excellent soigneur. » Au cours des 2 dernières semaines, Juliette était devenue une visiteuse régulière du box médicalisé. Au début, Jean-Baptiste pensait qu'elle venait surveiller son travail pour son père, mais il avait vite compris que ces visites n'avaient rien d'officiel. Elle semblait trouver, dans ces moments passés avec lui et Tonnerre, une échappatoire à la pression du domaine. « L'Américain arrive dans 4 jours, dit-elle, son visage s'assombrissant légèrement. Mon père est sur les nerfs. Il a fait repeindre la maison d'hôte et a commandé un banquet pour 20 personnes. Tout ça pour un acheteur ? Jean-Baptiste haussa les sourcils. Jackson Wilford n'est pas un simple acheteur. C'est une légende dans le monde de l'élevage équin. Juliette s'appuya contre la porte du box. Son Arras au Kentucky est considéré comme le plus prestigieux des États-Unis. Avoir vendu un cheval à Wilford, c'est comme recevoir un sceau d'approbation royale.
Jean-Baptiste jeta un regard à Tonnerre. Et il est prêt à payer 50 millions pour lui? Pour ses gènes, oui. La lignée Babieca est mythique. Juliette sortit son téléphone et lui montra une image. Regarde, c'est Babieca, le étalon d'origine, lors d'une cérémonie royale en 1925. Jean-Baptiste examina la photo. Le cheval était presque identique à Tonnerre, même robe palomino dorée, même port de tête majestueux, même regard intelligent. « La ressemblance est frappante », murmura-t-il. « C'est ce qui a alerté Wilford. » Il a vu une photo de Tonnerre lors d'un concours et a reconnu les traits caractéristiques de la lignée. Jean-Baptiste rendit le téléphone à Juliette, pensif. Comment ton père a-t-il pu ne pas savoir ce qu'il achetait? Un homme comme lui connaît la valeur de chaque cheval. Juliette haussa les épaules. La génétique est complexe. Sans test ADN spécifique, même les experts peuvent passer à côté. Et quel éleveur espagnol? Miguel Alvarez, compléta Jean-Baptiste, mort mystérieusement après la vente. Tu penses qu'il y a quelque chose de suspect? Juliette le regarda avec curiosité. Jean-Baptiste hésita. Je ne sais pas, mais j'aimerais en savoir plus sur lui et sur la façon dont Tonnerre est arrivé en France. Juliette resta silencieuse un moment. Je pourrais t'aider. Mon père conserve tous les dossiers d'achat dans son bureau, y compris les coordonnées des anciens propriétaires. Tu ferais ça? Jean-Baptiste la dévisagea, surpris par cette offre. Pourquoi pas? Je suis aussi curieuse que toi. Elle sourit, un éclair de malice dans les yeux. Et puis, ça fait des années que je cherche une bonne raison de fouiller dans les affaires de mon père. Cette nuit-là, bien après que tout le monde se soit retiré, Jean-Baptiste veillait encore auprès de Tonnerre. Il ne parvenait pas à dormir, troublé par les zones d'ombre qui entouraient l'histoire de l'étalon. Pourquoi un descendant direct d'une lignée aussi prestigieuse avait-il été vendu à vil prix par un petit éleveur espagnol? Et pourquoi cet homme était-il mort si opportunément après la transaction? Un léger grincement le fit sursauter. Juliette se glissa dans l'écurie, une enveloppe épaisse à la main. « J'ai trouvé le dossier », chuchota-t-elle, refermant soigneusement la porte derrière elle. Jean-Baptiste alluma la petite lampe posée sur une table à côté du box. « Tu as réussi à entrer dans le bureau de ton père? J'ai encore la clé de secours, » sourit-elle, étalant les documents sur la table. « Regarde. » Le dossier contenait le contrat de vente, les certificats vétérinaires et plusieurs photos de Tonnerre prises en Espagne dans une modeste écurie de pierre. Sur l'une d'elles, un homme d'une cinquantaine d'années, Miguel Alvarez, présumé Jean-Baptiste, se tenait fièrement à côté du jeune étalon. 300 000 €, lut Jean-Baptiste sur le contrat. C'est bien en dessous du prix du marché, même pour un cheval sans pédigré particulier. Regarde la date, pointa Juliette. Avril 2020, en pleine pandémie. Les petits éleveurs ont été durement touchés. Jean-Baptiste parcourut les autres documents. Il n'y a pas grand-chose sur Alvarez lui-même. « Si, il y a ça !» Juliette sortit une coupure de journal en espagnol. « C'est sa nécrologie. Je l'ai traduite avec mon téléphone. » Apparemment, il est mort d'une crise cardiaque 3 semaines après la vente. Il vivait seul, pas de famille connue. Bien pratique, murmura Jean-Baptiste, reprenant sans le savoir les mots exacts que Juliette avait prononcés dans le ravin. Soudain, un détail attira son attention sur une des photos. Dans elle, écurie d'Alvarez, à l'arrière-plan, on distinguait une vieille selle accrochée au mur. Sur le pommeau, un blason était gravé. « Tu as vu ça ?» Jean-Baptiste pointa le détail. « Ce symbole ?» Juliette plissa les yeux. « On dirait un blason royal, mais c'est trop petit pour l'identifier clairement. » Jean-Baptiste sortit son téléphone et prit une photo du détail, puis l'agrandit. « C'est, mon Dieu, c'est le blason de la famille royale espagnole. »« Impossible !» souffla Juliette.
Ça voudrait dire que Miguel Alvarez avait un lien avec la famille royale, compléta Jean-Baptiste. Ou du moins avec leurs écuries. Ils se regardèrent. La même question silencieuse dans leurs yeux. Comment un homme avec de telles connexions avait-il pu finir comme petit éleveur isolé, vendant un cheval de lignée royale pour une fraction de sa valeur? Il y a autre chose, dit Juliette, sortant une feuille pliée du dossier. C'est un rapport de l'avocat de mon père sur Alvarez. Apparemment, il n'a pas toujours été un petit éleveur. Il était maître palefrenier aux écuries royales de Madrid jusqu'en 2012. Puis, il a démissionné soudainement et s'est retiré dans ce village isolé. Une disgrâce, suggéra Jean-Baptiste. Ou une fuite, murmura Juliette. Peut-être qu'il n'était pas censé avoir ce cheval. Le regard de Jean-Baptiste se porta sur Tonnerre, qui somnolait paisiblement. « Tu crois que ton père savait tout ça ?» Juliette secoua la tête. « Je ne pense pas. Mon père est avide, mais pas stupide. S'il avait su la véritable valeur de Tonnerre, il l'aurait traité comme un trésor dès le début. Alors quoi ? Alvarez vole un poulain aux écuries royales, se cache pendant des années, puis le vend précipitamment avant de mourir mystérieusement ? Ça semble tiré par les cheveux, mais c'est possible. Juliette mordilla sa lèvre. Il y a peut-être une autre explication. Quand Wilford arrivera, on pourra lui poser des questions discrètement. Il doit en savoir plus qu'il n'en dit. Jean-Baptiste acquiesça, mais une inquiétude nouvelle, était logée dans son esprit. Si Tonnerre avait été volé, qu'adviendrait-il quand la vérité éclaterait ? La famille royale espagnole pourrait réclamer l'animal. Et que ferait Pierre de la Croix face à cette complication ? On devrait remettre ces documents en place, dit Juliette, commençant à ranger le dossier. Si mon père découvre que nous avons fouiné. Un bruit de pas dans la cour les figea. Ils éteignirent précipitamment la lampe et se tapirent dans l'ombre. Par la fenêtre, ils virent Pierre traverser la cour, son téléphone à l'oreille, visiblement agité. « Je comprends vos préoccupations, monsieur Wilford, disait-il, sa voix portant dans la nuit calme. Mais je vous assure que tout est en ordre. Oui, le cheval se remet parfaitement. Non, personne d'autre n'est au courant de son lignage. Bien sûr, nous avons pris toutes les précautions nécessaires. » Pierre disparut dans le bâtiment principal, sa voix s'estompant progressivement. Pourquoi Wilford s'inquiéterait-il que d'autres personnes découvrent le lignage de Tonnerre ? Chuchota Jean-Baptiste. Je ne sais pas, répondit Juliette, mais j'ai l'impression que cette histoire est encore plus compliquée que nous le pensions. Le jour de l'arrivée de Jackson Wilford, le domaine Beaufort était en effervescence. Des jardiniers s'affairaient à tailler les haies à la perfection. Des serveurs en livrée préparaient le buffet dans la salle de réception, et Pierre de la Croix, inhabituellement nerveux, vérifiait personnellement chaque détail. Jean-Baptiste, quant à lui, préparait Tonnerre pour la présentation. Elle et Talon avaient fait des progrès remarquables. Il pouvait désormais poser sa jambe blessée au sol pendant de courtes périodes, et le docteur Moreau était optimiste quant à sa récupération complète. « Tu es magnifique », murmura Jean-Baptiste, brossant une dernière fois la robe dorée qui brillait sous la lumière matinale. « Montre-toi sous ton meilleur jour, mais pas trop. On ne veut pas que ton futur propriétaire se précipite. Ces 3 semaines passées avec Tonnerre avaient transformé Jean-Baptiste. Il avait retrouvé son assurance d'antan, sa posture s'était redressée, et l'étincelle dans ses yeux témoignait d'un homme qui avait redécouvert sa passion. Prêt pour le grand spectacle, Juliette apparut à l'entrée du box, vêtue d'une élégante robe bleue. Depuis leur découverte sur les origines mystérieuses de Tonnerre, leur complicité était approfondie. Ils avaient continué à chercher des informations, mais avaient trouvé peu d'éléments supplémentaires. « Aussi près qu'on peut l'être, » répondit Jean-Baptiste. « Et toi, prête à rencontrer le grand Jackson Wilford ?» Juliette fit une grimace comique. «
Mon père m'a fait répéter mon discours de bienvenue 3 fois ce matin. On dirait que nous recevons la reine d'Angleterre. C'est peut-être pire, sourit Jean-Baptiste. Au moins, la reine ne débarquerait pas avec 50 millions d'euros en poche. Un klaxon retentit à l'entrée du domaine, suivi du crissement de pneus sur le gravier. « Il est là », annonça Juliette, soudain sérieuse. « Souviens-toi de notre plan. On observe, on écoute, on ne pose pas de questions directes. » Jean-Baptiste acquiesça. Ils avaient convenu d'être extrêmement prudents. Si leurs soupçons étaient fondés et que Tonnerre avait été volé aux écuries royales, interroger trop ouvertement Wilford pourrait les mettre en danger. Depuis la fenêtre de l'écurie, ils observèrent l'arrivée d'une imposante Range Rover noire, suivie de 2 SUV de sécurité. Jackson Wilford émergea du véhicule principal, un homme d'une 60aine d'années, grand et mince, vêtu d'un costume sur mesure qui criait fortune et influence. À sa descente, Pierre s'avança pour l'accueillir avec une déférence que Jean-Baptiste n'aurait jamais cru possible de la part du maître de Beaufort. « Showtime !» murmura Juliette. « Y allons-y. » La présentation officielle eut lieu 1 heure plus tard, après que Wilford ait eu le temps de s'installer dans la maison d'hôte et de savourer un verre de champagne millésimé. Jean-Baptiste attendait dans l'écurie médicalisée, Tonnerre impeccablement préparé à ses côtés. Pierre entra le premier, suivi de Wilford et de 2 hommes qui semblaient être ses conseillers. « Et voici Tonnerre !» annonça Pierre avec une fierté qui sonnait faux aux oreilles de Jean-Baptiste. Comme vous pouvez le voir, il se remet admirablement bien de sa blessure. Wilford s'approcha lentement, ses yeux perçants examinant chaque détail de l'étalon. C'est était le regard d'un connaisseur, d'un homme qui avait passé sa vie à évaluer des chevaux d'exception. « Magnifique », murmura-t-il, sa voix portant un léger accent texan. « La ressemblance est frappante. » Il se tourna vers Jean-Baptiste. « Vous êtes le palefrenier en charge de sa rééducation ?»« Oui, monsieur, » répondit Jean-Baptiste. « Jean-Baptiste Mercier. »« Mercier ?» Wilford sembla réfléchir. « Vous étiez à Saumur, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vos méthodes de dressage naturel. » Jean-Baptiste ne put cacher sa surprise. Que l'homme le plus influent du monde et qu'un Américain connaisse son nom était aussi inattendu que flatteur. C'est était il y a longtemps, monsieur. Le talent ne disparaît jamais, sourit Wilford. Il se met parfois en sommeil. Il reporta son attention sur Tonnerre. Puis-je? Jean-Baptiste hocha la tête et Wilford s'approcha pour caresser l'encolure de l'étalon. Tonnerre, habituellement méfiant avec les étrangers, resta remarquablement calme. « Il a un œil intelligent, » commenta Wilford, « typique de la lignée Babieca. Ils ont toujours eu cette présence. »« Vous semblez bien connaître cette lignée, » intervint Juliette, tentant de paraître simplement curieuse. Wilford lui jeta un regard évaluateur avant de répondre. « J'ai consacré 20 ans de ma vie à la rechercher. » La lignée Babieca était considérée comme perdue après la guerre civile espagnole. Certains disaient que le dernier étalon avait été abattu, d'autres qu'il avait été secrètement exporté. J'ai suivi toutes les pistes, toutes les rumeurs. Il caressa à nouveau Tonnerre. Et finalement, je l'ai trouvé. Ou plutôt, j'ai trouvé son descendant. « Comment avez-vous identifié Tonnerre ?» demanda Jean-Baptiste, ne pouvant résister. Ses marqueurs sont uniques. La forme de sa tête, la couleur précise de sa robe et bien sûr l'ADN que j'ai pu récupérer. Pierre S. éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise avec cette ligne de conversation. Monsieur Wilford, peut-être souhaiteriez-vous voir les installations où Tonnerre sera soigné jusqu'à son transfert? Dans un instant, répondit poliment mais fermement l'Américain. J'aimerais d'abord discuter avec monsieur Mercier de la rééducation. Pierre hésita, puis acquiesça à contre-cœur. Bien sûr, je vous laisse. Rejoignez-nous pour le déjeuner quand vous aurez terminé. Quand Pierre et les conseillers furent partis,
Wilford changea subtilement d'attitude. Son expression devint plus grave, plus intense. Maintenant que nous sommes entre personnes qui aiment véritablement les chevaux, dit-il à voix basse, parlons franchement. Je sais que vous avez des questions sur Tonnerre et sur Miguel Alvarez. Jean-Baptiste et Juliette échangèrent un regard surpris. Comment savez-vous que, commença Juliette, que vous avez fouillé dans le passé de ce cheval? Wilford sourit sans humour. Parce que c'est exactement ce que j'aurais fait à votre place. Et parce que mes hommes surveillent ce domaine depuis 2 semaines. Vos hommes? Jean-Baptiste fronça les sourcils. Sécurité privée? Une précaution nécessaire quand on manipule des sommes aussi importantes. Wilford fit quelques pas autour du box. Mais aussi quand on traite avec une situation, disons, délicate. Délicate? Répéta Juliette, tendue. En quoi l'achat d'un cheval, même exceptionnel, pourrait-il être délicat? Wilford jeta un coup d'œil vers la porte pour s'assurer que personne n'écoutait, puis sortit son téléphone. Il afficha une photo ancienne montrant un homme en uniforme royal espagnol à côté d'un cheval palomino remarquablement similaire à Tonnerre. Miguel Alvarez, dit-il simplement, en 2011 aux écuries royales de Madrid. Jean-Baptiste examina la photo. Donc il travaillait bien pour la famille royale. Il était plus que ça. Wilford rangea son téléphone. Alvarez était le gardien d'un secret. La lignée Babieca n'a jamais été officiellement perdue. Elle a été cachée, protégée pendant des décennies par un petit cercle de fidèles de la couronne espagnole. Pourquoi la cacher? Demanda Juliette. Politique, prestige, superstition. Wilford haussa les épaules. La légende veut que tant que la lignée survit, El Ham de l'Espagne survit aussi. Pendant la guerre civile, puis sous Franco, maintenir cette lignée secrète était une question de survie. Après, c'est devenu une tradition. Jean-Baptiste commençait à comprendre. Alors Alvarez n'a pas volé Tonnerre. Il le protégeait. Exactement. Wilford hocha la tête. Et quand la crise financière a frappé l'Espagne, les écuries royales ont dû drastiquement réduire leur personnel. Alvarez a pris sa retraite anticipée, emmenant avec lui le dernier étalon Babieca et quelques juments. Une relocalisation discrète, approuvée officieusement par certains membres de la famille royale. Mais alors, pourquoi vendre Tonnerre à mon père? Intervint Juliette. Le visage de Wilford s'assombrit. La pandémie. Alvarez n'avait plus les moyens d'entretenir son petit élevage. Il était âgé, malade. Il a dû faire un choix déchirant. Et sa mort soudaine. Jean-Baptiste ne pouvait s'empêcher d'être suspicieux, naturel. Malheureusement, j'ai fait vérifier minutieusement. Wilford soupira. Il est mort d'une crise cardiaque, précipité par le stress et le chagrin d'avoir dû se séparer de Tonnerre. Un silence respectueux s'installa, brisé seulement par le hennissement doux de El Étalon. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Devina Jean-Baptiste. Quelque chose que vous ne nous dites pas. Wilford sourit, visiblement impressionné par sa perspicacité. En effet, la vente de Tonnerre N n'était pas supposée être définitive. Alvarez avait un plan. Il sortit un autre document de sa veste, un contrat manuscrit en espagnol, signé par Miguel Alvarez. Ceci est un accord entre Alvarez et moi. Je devais racheter Tonnerre à votre père pour le ramener en Espagne, où un nouveau gardien l'attendait. Mais Alvarez est mort avant de pouvoir me communiquer l'identité de l'acheteur intermédiaire. Mon père, murmura Juliette, abasourdie. Était tout prévu, pas exactement. Wilford secoua la tête. Alvarez ne pouvait pas choisir l'acheteur intermédiaire. Il a dû vendre à quiconque était intéressé. Par malchance, ce fut Pierre Delacroix, qui n'a vu en Tonnerre qu'un cheval de concours ordinaire. Jean-Baptiste caressa Tonnerre, absorbant ses révélations. Et maintenant,
Vous allez honorer votre promesse. Ramenez Tonnerre en Espagne. C'est mon intention. Wilford se tourna vers Juliette. Mais j'ai besoin de votre aide à tous les deux. Votre père ne vendra pas facilement, maintenant qu'il connaît la valeur de ce cheval. Les 50 millions, comprit Jean-Baptiste. Ce n'est pas vraiment pour acheter Tonnerre. C'est pour garantir sa coopération silencieuse et pour financer la nouvelle fondation qui protégera officiellement la lignée Babieca. Wilford acquiesça. Fini le temps du secret. L'Espagne moderne est prête à célébrer ouvertement ce patrimoine. Un bruit de pas interrompit leur conversation. Pierre revenait, accompagné de ses avocats. « Je vous laisse réfléchir », chuchota rapidement Wilford. « Nous reparlerons après le déjeuner. » Le repas dans la grande salle à manger du domaine fut une affaire tendue. Pierre et ses avocats parlaient chiffres et conditions, tandis que Wilford répondait poliment mais évasivement. Jean-Baptiste, invité à contre-cœur par Pierre pour répondre aux questions techniques sur la convalescence de Tonnerre, mangeait en silence, échangeant parfois des regards complices avec Juliette. « Donc, nous sommes d'accord sur le prix », conclut finalement Pierre, levant son verre. 50 millions d'euros, transfert dans 3 mois après guérison complète. Presque, sourit Wilford. Il reste quelques détails à régler. Quels détails? Le ton de Pierre se fit soudain méfiant. Je souhaite que M. Mercier accompagne Tonnerre aux États-Unis pour superviser la fin de sa rééducation et son adaptation. Pierre reposa son verre si brusquement que le vin rouge éclaboussait la nappe immaculée. C'est hors de question. Mercier est sous contrat ici. Un contrat que vous pouvez rompre, répliqua calmement Wilford. Je suis prêt à payer une compensation substantielle. Disons 1 million d'euros? Un silence stupéfait tomba sur la table. Jean-Baptiste fixait Wilford, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Pourquoi lui? Demanda Pierre, les dents serrées. Nous avons des palefreniers plus qualifiés, plus. Tonnerre lui fait confiance, coupa Wilford, et moi aussi, c'est non négociable. Pierre lança un regard noir à Jean-Baptiste, comme s'il le soupçonnait d'avoir orchestré cette demande. « Très bien, céda-t-il finalement, mais 2 millions et un accord de confidentialité absolue. Entendu. » Wilford se tourna vers Jean-Baptiste. « Qu'en dites-vous, monsieur Mercier? Prêt pour une nouvelle aventure ?» Jean-Baptiste ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda Juliette, dont l'expression était indéchiffrable. « J'ai besoin de réfléchir », parvint-il à articuler. Après le déjeuner, Jean-Baptiste retourna auprès de Tonnerre, l'esprit en ébullition. Accompagner l'étalon aux États-Unis? Ou était-ce en Espagne? Que manigançait vraiment Wilford? Je savais que je vous trouverais ici. Il se retourna. Juliette se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage grave. « Tu étais au courant ?» demanda-t-il doucement. « Pour l'offre de Wilford? » « Non. » Elle s'approcha, s'appuyant contre la porte du box. « Mais je ne suis pas surprise, il a besoin de quelqu'un de confiance. Je ne sais pas quoi faire, avoua Jean-Baptiste. 1 million d'euros. Je pourrais recommencer ma vie, mais... » Juliette le regarda intensément. « Mais je ne suis pas sûr de vouloir partir. » Il soutint son regard. « Pas maintenant. » Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse de ce qui avait grandi ces dernières semaines. « Monsieur Mercier », la voix de Wilford les interrompit. Il se tenait à l'entrée de L écurie, seul. « Puis-je vous parler en privé ?» Juliette hocha la tête, et S éloigna, non sans jeter un dernier regard à Jean-Baptiste. « Marchons », proposa Wilford, guidant Jean-Baptiste vers les paddocks déserts. « Je suppose que vous ne comptez pas vraiment emmener Tonnerre aux États-Unis » commença Jean-Baptiste une fois qu'ils furent seuls. Wilford sourit. Perspicace. « Non, notre destination est un haras secret près de Séville. Les nouveaux gardiens de la lignée Babieca nous y attendent. Pourquoi moi?
parce que vous avez prouvé votre valeur. Vous avez sauvé ce cheval quand n'importe qui d'autre l'aurait laissé mourir. Ce n'est pas une question de compétences techniques, même si la vôtre est exceptionnelle. C'est une question de âme. Jean-Baptiste s'arrêta, regardant au loin. Et si je refuse, alors je trouverai quelqu'un d'autre, mais Tonnerre serait déçu. Wilfort observa attentivement sa réaction. Et il y a autre chose que vous devriez savoir. La Fondation Babieca aura besoin d'un directeur des soins équins, quelqu'un qui comprend véritablement ses chevaux. Le poste paie bien, inclut une maison sur la propriété et offre une certaine liberté. Quelle liberté? Celle d'inviter qui vous voulez, par exemple. Wilfort jeta un regard significatif vers les écuries où Juliette avait disparu. Je ne suis pas aveugle, monsieur Mercier, et je ne juge pas. Jean-Baptiste sentit son cœur s'accélérer. Vous suggérez que Juliette pourrait... Je ne suggère rien. Je constate simplement que certaines connexions transcendent les barrières sociales. Et que mademoiselle Delacroix semble étouffée dans ce domaine, tout comme vous étouffiez dans votre ravin. Un mois plus tard, Jean-Baptiste se tenait sur la terrasse d'une élégante villa andalouse, observant le soleil se coucher sur les collines verdoyantes. Dans le paddock en contrebas, Tonnerre galopait librement, sa démarche presque revenue à la normale. La rééducation avait été un succès complet. « Un blé magnifique !» dit une voix familière derrière lui. Jean-Baptiste se retourna, souriant à Juliette qui s'avançait, radieuse, dans une simple robe d'été. « Comment s'est passée ta journée à Séville ?» Productive, la galerie est intéressée par mon exposition de photos équestres. Elle s'approcha, posant sa tête contre son épaule. « Et toi ?»« Comment va notre star ? Prêt pour sa première saillie la semaine prochaine. » Jean-Baptiste entoura sa taille de son bras. Le futur de la lignée Babieca est assuré. Ils contemplèrent ensemble le paysage baigné de lumière dorée. La fondation Babieca avait été officiellement inaugurée la semaine précédente, en présence discrète de membres de la famille royale espagnole. Jean-Baptiste en dirigeait les soins équins, tandis que Juliette développait parallèlement sa carrière de photographe, documentant cette renaissance historique. Pierre Delacroix, satisfait par ses millions et tenu au silence par des accords juridiques blindés, était déjà un lointain souvenir. Il n'avait même pas cherché à contacter sa fille depuis son départ. « Des regrets ?» demanda doucement Jean-Baptiste. Juliette secoua la tête. « Aucun. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. » En contrebas, Tonnerre s'arrêta soudain de galoper et leva la tête vers eux, hennissant joyeusement comme pour les saluer. « Tu sais, » murmura Jean-Baptiste, « quand je l'ai trouvé dans ce ravin, je pensais le sauver. Je ne réalisais pas que c'était lui qui me sauvait. » Juliette se tourna vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Peut-être nous a-t-il sauvés tous les deux. » Dans la lumière mourante du jour, ils s'embrassèrent, tandis que Tonnerre reprenait sa course, libre et majestueux, porteur d'un héritage séculaire et symbole vivant des secondes chances.